ouvre ce fil actu par un pari risqué que serait sur le point de prendre les dirigeants chinois. En effet, les principaux dirigeants et décideurs politiques chinois envisagent de laisser le yuan s'affaiblir en 2025 alors qu'ils se préparent à une hausse des tarifs douaniers américains à la suite, vous le savez, du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'objectif serait alors de rendre les exportations chinoises moins chères, d'atténuer l'impact des tarifs douaniers, de créer un cadre monétaire plus souple en Chine continentale et ainsi atteindre éventuellement l'objectif difficile de croissance économique de 5% en 2025. Selon Reuters, la Banque centrale envisagerait la possibilité que le yuan baisse à 7,5 pour un dollar pour contrer d'éventuels chocs commerciaux, ce qui représenterait une dépréciation d'environ 3,5% par rapport au niveau actuel, autour de 7,25. Mais une telle manœuvre comporte des risques. Pour les cambistes, le seuil critique serait celui de 7,4 yuan pour un dollar, niveau de la paire avant 2007. Or, ces niveaux, s'ils étaient dépassés, sont considérés comme susceptibles d'entraîner une fuite des capitaux en provenance de Chine et de semer le trouble sur des marchés mondiaux en pleine convalescence. Aux États-Unis, c'était la dernière statistique majeure attendue avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Et selon le CPI de novembre, le cadre macroéconomique américain n'a pas changé. En effet, comme c'était anticipé, l'inflation a atteint 2,7% aux États-Unis selon des chiffres officiels publiés hier par le département américain du travail. La hausse des prix reste donc largement supérieure au niveau de 2% que souhaite atteindre de manière durable la Réserve fédérale. Les économistes avaient prévu en moyenne ce niveau de 2,7 contre 2,6% en octobre. Quant à l'inflation sous-jacente, elle a été mesurée à 3,3% le mois dernier, stable par rapport à octobre. Les économistes avaient également anticipé ce statu quo. Dans le détail, le rythme de la hausse des prix de l'immobilier a légèrement ralenti par rapport au mois précédent, ce qui est une bonne nouvelle pour les économistes. Ils s'inquiètent toutefois de la persistance de l'inflation dans le secteur des services, qui représente la part la plus importante de l'activité économique américaine. Quant à l'inflation des biens de base, elle a également repris par rapport au mois précédent, tirée par la hausse des prix des véhicules. Ceci étant, ce rapport fait suite à d'autres données qui suggèrent que les consommateurs américains se sentent relativement optimistes, notamment grâce à un marché de l'emploi solide, mais surtout depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les dépenses ont par ailleurs augmenté à un rythme soutenu en octobre selon des données du ministère du Commerce. Par ailleurs, retenons que la confiance des entreprises s'est également améliorée grâce aux espoirs de politique fiscale et réglementaire plus favorables aux entreprises sous la future administration républicaine. Je vous rappelle enfin que la Fed se réunira la semaine prochaine, les 17 et 18 décembre, sa dernière réunion avant l'entrée en fonction du président élu Donald Trump. Et d'après l'outil FedWatch, 95% des financiers estiment que la Fed baissera ses taux de 25 points de base à l'issue de cette réunion. En France, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron devrait nommer son futur Premier ministre. Je vous rappelle que mardi dernier, il s'était engagé à nommer le futur chef du gouvernement dans les 48 heures. Mais alors, qui sera le nouveau locataire de Matignon ? Eh bien, si le nom de François Bayrou est revenu avec insistance ces dernières heures, en coulisses, les socialistes, dont François Hollande, pousseraient pour une nomination de Bernard Cazeneuve. Derrière ces deux favoris, nous retrouvons Sébastien Lecornu et Jean-Yves Le Drian. Enfin, selon l'AFP, la première mission du futur gouvernement sera de négocier avec les partis pour tenter d'obtenir une participation au gouvernement contre un accord sur le budget 2025. Enfin, en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a sifflé hier le coup d'envoi de la dissolution de son gouvernement, avec le dépôt d'une demande de vote de confiance devant conduire à un scrutin général en février, plongeant ainsi l'Allemagne dans une période d'incertitude. Je vous rappelle que la coalition gouvernementale hétéroclite avec les Verts et les libéraux du FDP, au pouvoir depuis la fin 2021, avait volé en éclats le 6 novembre dernier, après le limogeage du ministre des Finances libéral en raison de différends devenus insurmontables sur la politique économique et budgétaire. Or, sans l'appui de ses anciens alliés libéraux et des Verts qui n'excluent pas, eux, de s'abstenir, le chancelier de 66 ans devrait de façon quasi certaine perdre la confiance des députés du Bundestag. Avant de faire un point sur les
performance des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et globalement, les 10 prochains jours seront ceux du temps monétaire, avec des décisions des deux plus importantes banques centrales de la planète. Aujourd'hui, c'est la BCE et la Banque nationale de Suisse qui sont attendues au tournant. Le sens du mouvement ne fait pas débat, mais l'ampleur reste encore à déterminer. Pour la BCE, une baisse de 25 points de base est le scénario privilégié, bien que 15% des financiers estiment qu'une baisse de 50% de points de base est possible. Aux États-Unis, les investisseurs resteront attentifs aux dernières données sur les prix à la production de novembre. Et puis en France, comme nous venons de le voir dans nos actus, les investisseurs sont attentifs à l'éventuelle nomination du futur Premier ministre du gouvernement français. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les investisseurs ont été rassurés par les données sur l'inflation américaine, qui ne devrait pas inciter la Fed à remettre en cause sa prochaine baisse de taux. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,39% à 7423 points. Le FTSE s'est apprécié de 0,26% à 8301 points. Le DAX a lui pris 0,42% à 20 413 points. À Wall Street, notons que le Nasdaq, porté par le rallye sur l'IA et par les dernières données sur la hausse des prix, a atteint un nouveau record historique hier, dépassant les 20 000 points pour la première fois dans les 53 ans d'histoire de l'indice. Hier, globalement, bien que les pressions sur le prix restent quelque peu élevées, les investisseurs sont devenus plus confiants ces dernières semaines quant au fait que les banques centrales continueront de baisser leurs taux. Le Dow Jones, malgré cela, pénalisé par le secteur de la santé, a reculé de 0,22% à 44 148 points. Le S&P 500 a lui gagné 0,82% à 6 084 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé de 1,77% à 20 034 points. En Asie, ce matin, les principaux marchés actions ont progressé, tirés par les valeurs technologiques après qu'une lecture conforme aux attentes de l'inflation et de la consommation aux États-Unis a renforcé les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Notons que l'indice Nikkei a dépassé les 40 000 points pour la première fois depuis la mi-octobre, porté par la progression des actions du secteur des puces informatiques, des puces électroniques. L'indice, fortement axé sur les exportations, a également bénéficié de l'affaiblissement du yen, les traders réduisant leurs paris sur une hausse des taux de la Banque du Japon. La semaine prochaine, le Nikkei a donc gagné 1,21% hier à 39 849 points. Sur le marché des taux souverains, le rendement du Bund à 10 ans a gagné 1,4 point de base hier à 2,132%. Quant à son équivalent à 2 ans, il est resté stable à 1,953%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des trésoreries à 10 ans gagnait 1,3 point de base à 4,2341%, tandis que le 2 ans reculait, lui, de 2,3 points de base à 4,1282%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont pris de l'épaisseur hier après que l'Union européenne a annoncé imposer à la Russie de nouvelles sanctions visant la flotte fantôme de pétroliers, une flotte de pétroliers que Moscou a déployée pour contourner les restrictions occidentales sur le commerce du pétrole et maintenir ainsi une source de revenus cruciale pour financer sa guerre contre l'Ukraine. Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a gagné 1,84% à 73,52 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison janvier, il a lui pris 2,43% pour clôturer à 70,29 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 12 décembre et juste après, comme convenu, comme annoncé, comme promis, nous retrouverons Éric Séban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.